Bonsoir à tous. Au nom de toute l'équipe de l'Institut de formation politique, nous vous souhaitons une belle année 2020, année, nous l'espérons, ponctuée d'engagement au service du redressement économique, moral et culturel de notre pays. Ce soir, nous recevons le président de la Fondation Polémia, laboratoire d'idées dont les travaux sont axés sur la défense de l'identité, la critique de l'oligarchie, mais aussi la lutte contre la tyrannie médiatique. Alors, la semaine dernière, vous avez pu bénéficier de l'éclairage de Yorick de Bombine, qui est conseiller référendaire à la Cour des comptes, sur le sujet du Bitcoin. Et aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir un véritable manuel de lutte contre la diabolisation, publié il y a quelques mois par notre intervenant du soir, Jean-Yves Le Gallou, qui est ancien haut fonctionnaire et député. À travers son parcours engagé, il a fait face à cette technique de manipulation des esprits qui vise à interdire la description des faits ou encore l'expression de certaines idées. Parer les coups de nos adversaires, mais aussi promouvoir nos convictions, c'est d'ailleurs l'un des nombreux thèmes que nous abordons à l'Institut de formation politique, où plus de 500 jeunes se retrouvent chaque année à l'occasion de week-ends de formation à l'action. Ainsi, je ne peux que vous inviter à postuler à l'Institut de formation politique en cliquant sur le lien en commentaire. En plus d'une formation intellectuelle et pratique, vous rencontrerez des centaines de jeunes engagés au service de vos valeurs. La prochaine formation se tient les 13 et 14 février prochains et je vous invite donc à y postuler au plus vite. Et sans plus attendre, je vous propose de découvrir ensemble l'ode au courage rédigée par notre intervenant du soir, Jean-Yves Le Gallou. Merci à l'IFP de m'accueillir pour parler de la lutte contre la diabolisation et de ce manuel de lutte contre la diabolisation. La diabolisation a été parfaitement présentée et résumée dans le propos liminaire. C'est une technique de manipulation des esprits qui vise effectivement à interdire la description de certains faits ou l'expression de certaines idées. Comment? Eh bien, en disqualifiant celui qui rapporte ces idées et en lui faisant supporter le poids d'un certain nombre d'accusations, dont les plus communes sont les accusations de racisme, d'homophobie, de populisme, d'extrémisme, et j'en passe. Alors, je vais citer quelques diabolisés récents, car la technique de diabolisation, elle court tout au long de l'histoire. Il y a eu des empereurs romains diabolisés, il y a eu Jeanne d'Arc qui a été diabolisée, il y a eu aussi beaucoup de diabolisation pendant notre histoire à l'occasion des guerres de religion ou à l'occasion de la Révolution française. Je vais juste citer là quelques diabolisés récents. D'abord, Enoch Powell, le grand leader conservateur britannique des années 60. Jean-Marie Le Pen, qui a eu sa part de diabolisation. Mais aussi le pape émérite aujourd'hui Benoît XVI, ou le cardinal Barbarin. Solzhenitsyn a aussi été diabolisé. Et puis, dans notre actualité, je dirais, de tous les jours, je pourrais citer pour la France Éric Zemmour et pour les États-Unis d'Amérique Donald Trump. Tous ont subi des campagnes de diabolisation terribles. Alors, en matière de diabolisation, quand quelqu'un se trouve diabolisé, la première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi cet homme, ou cette femme, s'agissant de Jeanne d'Arc, mais c'est plus ancien, a-t-elle été diabolisé? Et la tendance naturelle du public, en première analyse, c'est de dire s'il a été diabolisé, c'est qu'il a commis des erreurs, qu'il a tenu des propos qu'il n'aurait pas dû tenir, ou qu'il a
couvert des actions où certains de ses partisans ont commis des actions qu'ils n'auraient pas dû commettre. Et donc, la première tendance, c'est de dire le diaboliser a eu tort. Et d'un certain point de vue, si on tient absolument à éviter toute forme de diabolisation, je connais la recette. Si on tient à éviter toute forme de diabolisation, il ne faut rien dire. Il ne faut en tout cas jamais sortir de ce qui est le cœur des convenances et le cœur du politiquement correct. Et à ce moment-là, on peut traverser la vie sans être diabolisé, ni de près et de loin. On aura traversé la vie, on n'aura peut-être pas laissé beaucoup de traces, mais on aura traversé la vie sans diabolisation. À partir du moment où on veut peser sur la réalité, on veut peser sur le débat d'idées, et pas forcément en se soumettant à l'idéologie dominante, aux intérêts dominants, aux tendances dominantes, eh bien, à ce moment-là, vous vous exposez à la diabolisation. Et bien sûr, le diabolisateur, comment il procède, le diabolisateur? Eh bien, il choisit des cibles. Il va voir que tel ou tel homme prend des positions qui ne sont pas convenables. Et donc, à partir de là, il va être pris pour cible par un certain nombre de forces idéologiques, médiatiques, financières. Et bien sûr, ces forces, eh bien, elles choisiront le bon angle d'attaque. Elles prendront ou elles créeront l'angle d'attaque qui permet de nuire et de discréditer, d'autant plus que l'angle d'attaque sera ensuite utilisé constamment et répété. En matière de propagande, qu'est-ce qui fonctionne? C'est l'orchestration. C'est-à-dire qu'un bruit, une rumeur, une attaque vient de différents milieux, même si la source est unique, et c'est la répétition. Alors, le diabolisateur va choisir, au fond, le point faible de la cuirasse de l'adversaire ou le propos qui aura été peut-être un peu plus en limite que les autres. Et donc, beaucoup de gens, peut-être de bonne foi, mais un peu naïfs, diront « Ah oui, mais il n'aurait pas dû dire ça, ou il aurait dû dire ça autrement, ou il aurait dû être plus prudent, etc., etc. » Alors, on va regarder les causes, pourquoi les hommes que j'ai cités ont été diabolisés. D'abord, le premier d'entre eux, Enoch Powell. Enoch Powell, c'est un homme politique britannique extraordinairement brillant, helléniste, professeur à Oxford, qui a fait une très belle guerre, ça remonte évidemment à assez longtemps, qu'il a fini colonel général des services britanniques, la personnalité la plus brillante du Parti conservateur depuis la fin de la guerre. Sauf que Enoch Powell était député conservateur à Birmingham et il a vu, de ses yeux vus, la population de Birmingham commencer à changer avec l'immigration pakistanaise. Et il l'a dit en 1968, c'est-à-dire avant tout le monde, avant le livre de Jean Raspail, Le Camp des Singes, j'aurais pu citer parmi les diabolisés aussi, Jean Raspail. Et donc, Enoch Powell a fait un grand discours, et c'est depuis un quartier de Birmingham, d'où sont partis d'ailleurs, plus de 50 ans plus tard, des terroristes islamiques qui ont frappé à Londres. Et ce grand discours, il pose le problème de la cohabitation entre la civilisation européenne et l'islam. Mais il a été immédiatement attaqué. Il a recueilli un soutien extraordinaire de la population britannique. Il a reçu près d'1 million de lettres. À l'époque, il n'y avait pas de courriel, près d'1 million de lettres. Mais les médias l'ont démoli. Et les médias l'ont démoli sur une phrase. Il a dit, dans ce discours, « J'ai l'impression de regarder ce pays élever frénétiquement son propre bûcher funéraire. Je contemple l'avenir et je suis rempli d'effroi.
comme les Romains, je vois confusément le Tibre écumant de sang, citant ainsi Virgile. Et c'est cette phrase qui a été retenue, qui a été sortie du contexte et qui fait que Enoch Powell a été diabolisé, marginalisé, et que la porte de Downing Street, la porte du poste de Premier ministre britannique, lui a été fermée à vie. Alors, là, je reprends Enoch Powell, 1968. Si je viens maintenant dans l'actualité presque quotidienne, qui est diabolisé, le plus diabolisé aujourd'hui? C'est Trump. Alors pourquoi Trump est-il diabolisé? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est qu'il est en rupture avec toutes les formes de progressisme, toutes les formes de progressisme visant à nier les différences entre les hommes et les femmes, entre les races, entre les cultures. Il est en opposition à cela. Et puis, il y a eu la contestation qui a amené effectivement une surdiabolisation. Il a contesté les résultats de l'élection présidentielle américaine, estimant qu'il y avait eu fraude électorale. C'est d'ailleurs assez classique que dans toutes les élections, en particulier aux États-Unis, où il y a une très longue histoire de la fraude électorale, il y a eu au moins récemment, en dehors de l'élection actuelle, 2 élections très contestées. L'élection de Bush, le fils, puisque Al Gore était élu jusqu'à quelques jours de la décision définitive, et les élections de Floride ont été à minima controversées, on va dire. La Floride, dont le gouverneur était d'ailleurs le frère de Bush qui a été élu, et puis l'élection de Kennedy en 1960, qui a été obtenue par la fraude de Chicago et sans doute aussi la fraude du Texas, dont le vice-président était l'un des élus. Donc c'est assez fréquent, et il y a beaucoup d'histoires. En Pennsylvanie, il y a eu sur une affaire locale 60 personnes qui ont été condamnées pour fraude électorale dans une seule affaire au cours des 20 dernières années. Donc la fraude, c'est fréquent. Ça existe d'ailleurs dans d'autres pays que les États-Unis, bien sûr. Et donc, qu'il y ait une contestation, même il y a 4 ans, les démocrates avaient contesté les résultats de Trump. Qu'il y ait contestation, c'est finalement assez normal, mais il y a eu une volonté d'interdire cette contestation. Je n'irai pas sur le fond du dossier, je citerai juste une chose, simplement à titre de réflexion. Les élections américaines ont été acquises avec, motif Covid, entre guillemets, la participation, le vote par correspondance d'une centaine de millions d'électeurs. Il faut savoir que le vote par correspondance n'existe dans aucun pays européen, sauf un, je crois, et encore avec des limites, et qu'il a été supprimé en France en 1975, avec cet argument qui avait fait à l'époque la une du Monde, le vote par correspondance est supprimé pour essayer de limiter la fraude. Donc, qu'il y ait eu contestation des élections par Trump n'est en rien scandaleux, mais c'est le motif, c'est un motif de diabolisation supplémentaire. Alors, si je sors du champ immédiatement politique, et que je me tourne vers des hommes d'église, Benoît XVI a été diabolisé. Homme de grande culture, de grande humanité. Pourquoi a-t-il été diabolisé? Par le discours de Ratisbonne, où il a opposé l'islam et le christianisme, notamment en étudiant les rapports entre la raison et la foi. Et par ce discours de Ratisbonne, il a été diabolisé par les médias et il y a eu ensuite de plus en plus de difficultés à gouverner l'Église. L'autre homme d'Église qui a été diabolisé, c'est le cardinal Barbarin, qui a été diabolisé. Le prétexte qui a été trouvé pour le diaboliser, c'est qu'il avait eu dans son diocèse
des prêtres qui, dans une période très antérieure à son arrivée à la tête du diocèse de Lyon, avaient été suspects, voire condamnés de faits de pédophilie. Et donc, il y a eu une campagne intense contre lui, avec des procès qu'il a fini par gagner, mais qui l'ont démoli. Pourquoi a-t-il été diabolisé, Monseigneur Barbarin? Pourquoi? Parce que des problèmes dans les diocèses, il y en a eu malheureusement d'autres que dans Lyon. Pourquoi a-t-il été diabolisé? Parce que c'était l'homme d'église français le plus élevé en grade, si je puis me permettre cette expression, qui avait participé à la lutte contre la loi Taubira et qui avait participé, soutenu la manif pour tous. Et c'est cela qui lui a été fait payer. Alors, sur le moment, on l'a accusé de frayer avec les extrémismes, ce qui n'est pas franchement sa tasse de thé. On l'a accusé de ringardise. Et puis après, on a monté contre lui une cabale. Et objectivement, on l'a détruit. Si je continue ma liste des diabolisés, et puis après, on va voir comment on combat cela. Si je continue ma liste des diabolisés, je pourrais citer Solzhenitsyn, qui a été doublement diabolisé. Diabolisé à l'Est, parce qu'il refusait le système communiste, diabolisé à l'Ouest, quand il a contesté le globalisme anglo-saxon. Et puis, Jean-Marie Le Pen, je n'en parle pas, c'est un sujet connu, je pense. Le dernier, l'actuel en France, l'homme le plus diabolisé, c'est Zemmour, tout simplement parce qu'il dit des choses que les intérêts dominants, l'idéologie dominante considèrent comme interdites. Alors, je conclus ce propos en quelque sorte liminaire en répétant « on n'échappe pas à la diabolisation ». On n'échappe pas à la diabolisation, soi-même si on est engagé, enfin dans le sens politiquement correct, bien sûr, dans le sens politiquement incorrect, pardon, et on n'échappe pas non plus à la diabolisation, sauf si on s'aligne sur des positions politiquement correctes, à l'occasion de toute participation à un débat public ou un débat privé. Il y a maintenant de la diabolisation familiale. Il y a d'ailleurs eu, avant Noël, un certain nombre de médias de services publics qui ont expliqué comment faire pendant le repas de Noël, pas de réveillon puisque c'était interdit, pour contrer le tonton raciste ou la cousine homophobe. Voilà. Et donc, avec l'argent du service public, on payait ça. Alors, j'en viens maintenant, comment on fait face à la diabolisation. Et ça, c'est pas forcément simple. La première chose à faire, quand on est soumis à une campagne de diabolisation, c'est de ne pas s'excuser. Et on voit un certain nombre de novices, des artistes ou des commentateurs sportifs qui ont tenu un propos un peu déviant. Le ciel leur tombe sur la tête et alors ils se couvrent de cendres et ils s'excusent. Alors ça, c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Parce que quand vous mettez un genou en terre, vous êtes piétiné. On ne s'excuse pas, on maintient. On applique la devise de la monarchie britannique, c'est pas mal la monarchie britannique, ça a quand même duré un certain nombre de siècles. Never explain, never complain. On ne s'excuse pas, on ne plie pas. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, quand on n'est pas soi-même diabolisé, c'est de ne pas hurler avec les loups, de ne pas participer de la diabolisation des autres. On n'est pas forcé de toujours approuver ce que dit tel ou tel voisin, mais il ne faut pas hurler avec les loups, il ne faut pas participer de la diabolisation. C'est d'ailleurs une des grandes erreurs de beaucoup de gens diabolisés, c'est qu'ils croient qu'ils vont se dédiaboliser en diabolisant le voisin. Marine Le Pen, parfois, elle pense ça. Par exemple, elle a exclu des gens qui avaient tel ou tel propos, tel ou tel tweet malheureux. Mais en fait, quand vous faites ça, vous ne vous dédiabolisez pas.
vous renforcez la diabolisation, puisque vous reconnaissez que les diabolisateurs ont raison. Et donc, si les diabolisateurs ont raison, quand ils diabolisent votre voisin, voire vos élus, voire vos collaborateurs, mais s'ils ont raison quand ils diabolisent le monde qui est autour de vous, mais ils ont aussi raison quand ils vous diabolisent. Et donc, croire qu'on se diabolise en diabolisant son voisin, c'est une sottise. On ne se diabolise pas, on renforce la diabolisation. Et ça, c'est un peu contre-intuitif, parce que tout le monde a tendance à dire, oui, mais écoutez, moi, je dis ça, mais là, à côté, vraiment... Alors, on n'est pas forcé d'être d'accord avec ce que dit le voisin, mais il faut mieux éviter de participer à la curée générale. Alors, l'autre règle, c'est d'assumer ce qu'on a dit, de ne pas concéder. Je prends un exemple. Il y a eu toute une campagne, entre guillemets, venue des États-Unis, comme beaucoup de choses, Black Lives Matter, reprise en France d'ailleurs, avec l'affaire Traoré, etc. Et, au fond, la police, dans les deux cas, a été mise en cause, sous prétexte qu'elle était raciste, puisqu'il y avait plus d'incidents avec les Noirs et qu'il y avait plus d'interpellations de Noirs que du reste de la population, et plus d'interpellations en France d'immigrés que du reste de la population. Eh bien, il ne faut pas accepter l'accusation de racisme, tout simplement en faisant valoir les faits, c'est-à-dire la proportion qu'il peut y avoir au sein de populations comparables entre les gens qui vont être interpellés par la police, les populations au sein desquelles des gens vont être interpellés par la police, et les populations au sein desquelles il y a de la délinquance. Et on s'aperçoit qu'il y a une proportion. Si la police interpelle davantage un musulman de 18 ans qu'une chinoise bouddhiste de 70 ans, c'est parce qu'on ne les retrouve pas dans les mêmes proportions parmi les populations délinquantes. C'est comme ça, ce sont les faits. Et c'est d'ailleurs parce qu'il assume ce genre de faits que Zemmour est diabolisé, et en même temps, c'est parce qu'il ne plie jamais sur ces faits qu'il est toujours en place. S'il avait commencé à s'excuser, il aurait été liquidé, balayé très rapidement. Donc, il faut assumer, défendre les positions et refuser les accusations. Il faut aussi transgresser et ne pas hésiter, dans certains cas, à une certaine forme de provocation, en tout cas de transgression. Je citerai l'exemple là, de Bousquet, le directeur de la nouvelle librairie. Il a installé une nouvelle librairie de droite dans le quartier de Latin. C'est une horreur absolue, attaquée régulièrement par les antifas, mais il tient totalement sa position. Lorsque Zemmour est venu, il y avait une journaliste, Salia Braquilia, je crois, de Quotidien qui était là. Il ne l'a pas laissé rentrer en lui disant « Vous n'êtes pas journaliste. Vous êtes des désinformateurs, vous n'êtes pas journaliste. » Il a assumé. Il ne s'est pas excusé, il n'a pas dit « Je vous en prie. » Non, dehors. Voilà. Il a assumé et refusé. Et donc, ils ont été désarmés. Ils ont été désarmés parce que comment diaboliser quelqu'un qui dit « Mais votre diabolisation, je m'en fous. » Une librairie, le problème d'une librairie, c'est que dans une librairie, vous avez des livres. Alors ça, c'est terrible, les livres, parce que si vous avez des milliers de livres, y compris des livres d'occasion, il va y avoir des livres d'auteurs diabolisés, y compris d'auteurs diabolisés qu'on a réédités ou qu'on réédite encore. Et donc, le petit jeu du média va être de dire « Ah, il y a tel livre là, en montant sur l'escabeau, j'ai trouvé tel livre qui ne devrait pas y être, etc. » Eh bien, comment ont-ils fait? Ils ont assumé, ils ont publié un livre sur les écrivains maudits. Les écrivains diabolisés, y compris pour la période terrible de la Seconde Guerre mondiale. À partir de là, ce n'est pas la peine que le journaliste
des informateurs, il aille chercher le livre qui ne va pas bien, puisque de toute façon, bah, c'est assumé, ça fait partie de l'héritage intellectuel et littéraire général. Donc, il faut transgresser. Il faut, je l'ai dit un petit peu, briser les tabous. Briser les tabous, ne pas accepter, en tout cas ne pas accepter les accusations ni de racisme, ni d'homophobie, ni de populisme. Il faut défendre les positions. Je l'ai dit aussi, on ne plie pas. Et j'ai un très bon exemple à citer, parce que c'est un exemple de personnalité qui a été violemment attaquée, qui a résisté, qui n'a pas plié, qui a transgressé et qui a survécu. C'est le professeur Gilles Frayer, qui est un professeur de médecine, directeur de l'Institut de cancérologie de Lyon, qui donnait des cours au PACES. Le PACES, ça a disparu, mais enfin, c'était la première année commune des études médicales. Et donc, il donnait des cours un petit peu de, on va dire, de culture générale médicale. Et dans ses cours, il parlait notamment des différences entre les races, qui ont une certaine importance en médecine d'ailleurs, puisque suivant les origines, les populations ne sont pas exposées forcément aux mêmes maladies et que les médicaments ne sont pas non plus forcément efficaces de la même manière selon les origines. Donc ça a un certain sens. Il parlait aussi des différences entre les hommes et les femmes. Et ça a aussi un sens en médecine, puisque là encore, les hommes et les femmes ne sont pas exactement exposés aux mêmes maladies, y compris pour les maladies infectieuses, puisqu'on voit très bien que le Covid tue davantage d'hommes que de femmes, alors même que le Covid tue plutôt parmi les gens très âgés, où il y a plus de femmes que d'hommes. Le Covid, il est masculinophobe. C'est comme ça. Bon, voilà. Et donc, alors il a fait ça, il développait ça de manière tout à fait scientifique. Ça a évidemment scandalisé un certain nombre d'étudiants qui ont monté une cabale contre lui et qui ont obtenu évidemment des articles de presse et bien entendu, il a eu un certain nombre de confrères, de proches qui lui ont dit écoute, excuse-toi, peut-être abandonne tes postes pour sauver l'institution. Et il a refusé. Le ministère a diligenté une enquête de l'Inspection générale de l'éducation nationale. Il y a fait face, il a résisté, il a obtenu gain de cause, il est encore en place. Voilà quelqu'un qui se serait excusé, qui se serait aplati. Non seulement il aurait perdu son honneur, sa dignité, mais il aurait aussi perdu ses positions. Donc il faut tenir, ne jamais plier. Et puis, il ne faut pas en rester là. Il faut contre-attaquer. Contre-attaquer et mettre en cause les arrière-pensées des diabolisateurs. Mettre en cause les arrière-pensées des diabolisateurs. Les diabolisateurs portent des intérêts. C'est ainsi que tous les gens qui défendent l'immigration défendent très souvent des intérêts économiques. Il est évident que quand les grandes plateformes d'e-commerce comme Amazon ou comme Uber Eats, etc., défendent l'immigration, et que les gens qui les relaient défendent l'immigration, ils ont intérêt, puisque leur modèle économique, c'est des robots en contact avec le client, et en bout de chaîne, un esclave payé quelques euros pour livrer le produit. Donc évidemment, si on défend ça, on a intérêt à ce qu'on ait des frontières extrêmement ouvertes. De même, les gens qui défendent le libre-échange mondial, eh bien, représentent les intérêts des très grandes firmes dont l'intérêt est de s'étendre sur le monde entier. Et évidemment, ces grandes firmes ont des moyens de se faire entendre, puisque généralement, c'est elles
qui se trouve derrière le capital des grands médias. Si vous regardez les médias français, ils sont tous la propriété de milliardaires, sauf ceux qui sont la propriété de l'État. De même, derrière le discours climato-alarmiste, il y a tous les intérêts du greenwashing, les entreprises qui font du marketing vert, et puis les intérêts des énergies dites renouvelables, qui ne sont pas particulièrement efficaces, qui sont polluantes, mais pour lesquelles il y a des intérêts extrêmement importants. Je pense à l'éolien, je pense au solaire. De même, il est évident que le lobby LGBT, il défend aussi des intérêts, puisque au fond, il se bat pour des places pour ses membres. Et on l'a vu de manière assez drôle ou assez triste, je ne sais pas, dans l'affaire dite du LOL. C'est une affaire qui a mis en cause des journalistes de gauche qui travaillaient à Libération aux Arocs et qui ont fait l'objet d'une cabale parce qu'il y a quelques années, ils avaient fait des canulars téléphoniques. Des canulars téléphoniques qui, paraît-il, avaient traumatisé des gens. Et donc, il y a eu une campagne contre eux et ils ont été virés. Ils ne retrouvent plus de job, mais voilà, ils se sont excusés aussi, ça, évidemment. Ils n'avaient pas lu le manuel de lutte contre la diabolisation, et c'est une erreur. Ils se sont excusés, ils ont perdu. Et alors, c'est assez marrant, parce que c'était des journalistes de gauche, mais des trentenaires blancs. Et donc, ils ont été putschés, et ils ont été remplacés par des féministes plutôt LGBT. Et donc, il y a eu une opération de diabolisation tout simplement pour dégager des places. Voilà, il n'y a pas beaucoup de morale dans l'affaire. Il n'y a pas beaucoup de morale dans l'affaire. Alors, il faut aussi accuser les accusateurs. Parce qu'il y a un certain nombre de grandes officines qui vivent d'une certaine forme de pression, voire de chantage, sur le thème subventionnez-nous, c'est une police d'assurance. Ou subventionnez-nous, nous vous laisserons en paix. Il y a eu une affaire qui a publié une affiche, une publicité, où ils étaient tous d'ailleurs en petite tenue, mais enfin c'est assez logique, ça correspond au produit. Et il y avait une vingtaine de collaborateurs et de collaboratrices, tous blancs. On a dit, mais c'est pas possible. Et donc, ils se sont immédiatement excusés. Et puis après, ils ont des collaborateurs qui ont fait un réveillon un peu olé olé. Ils ont été à nouveau accusés, ils se sont à nouveau excusés, et ils sont, tenez-vous bien, demander à SOS Racisme d'assurer la formation de leur personnel. Et donc, ces associations, ces officines, ils vivent de subventions, ils vivent de formation, et évidemment, quand ils mettent en cause telle ou telle personne, ma foi, ça leur permet de vivre. Alors, ça, il faut le dire, il faut décrypter. Quand vous êtes attaqué par un groupe, il ne faut pas se contenter de prendre les coups, il faut contre-attaquer, il faut attaquer le groupe, il faut diaboliser le diabolisateur. Alors, il y a un dernier exemple de réussite de diabolisation des diabolisateurs, c'est Orban. Orban n'a pas hésité, lors de sa dernière campagne électorale, il y a 2 ans, à mener campagne contre Soros. Soros, ses associations, ses entreprises, son influence sur la société pas suédoise, hongroise. Et donc, Orban a désigné l'ennemi, il a diabolisé le diabolisateur, et bien il lui en a pris.
puisque avec son seul parti, le Fidesz, il a obtenu la majorité absolue sur la Hongrie. Le dernier point, j'en ai pas parlé, mais évidemment on ne peut pas tout à fait y échapper, c'est qu'en matière de diabolisation, tout finit généralement par le point Godwin, l'invocation des heures les plus sombres de notre histoire. Et donc ça reste le paradigme absolu de la diabolisation. Là aussi, il faut savoir qu'il y a dans ce domaine plusieurs raisons de ne pas céder à cela. D'abord, la première raison, c'est que l'abus du procédé, le fait que ceux qui recourent à ce procédé n'ont souvent pas d'argument. Ensuite, le fait que malgré tout, la Seconde Guerre mondiale est terminée depuis maintenant 75 ans, bientôt 76 ans, et que toute l'histoire ne peut pas se réduire à cette période tragique du monde. La dernière raison, c'est qu'il y a un cynisme absolu dans l'utilisation de cet argument du point Godwin. Je reste en Hongrie. En Hongrie, pour enlever non pas la Hongrie, mais la ville capitale de Budapest au parti de Orbán, on a réussi, les adversaires ont procédé à une alliance de toutes les autres formations politiques, y compris une formation politique qui s'appelle le Jobbik, qui était considérée comme la formation politique la plus antisémite au monde ou en Europe. Eh bien, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème quand il s'est agi de faire une coalition contre Orbán. On leur a dit, les petits, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ce qui vous prouve bien, et ils comptent d'ailleurs rééditer l'opération, ou tenter de rééditer l'opération, à l'échelle de la Hongrie. Ce qui prouve bien que les accusations de nazisme sont purement de pure opportunité et que quand ça arrange, laisse passer. Je pourrais citer d'autres exemples dans les pays baltes ou en Ukraine, où un certain nombre de formations qui peuvent considérer avec une certaine sympathie ce qui s'était passé il y a 70 ans, sont quand même très bien vues de l'ordre mondial parce qu'elles rentrent dans le jeu contre la Russie, par exemple. Donc il y a une hypocrisie absolue du point Godwin, et là aussi, il ne faut pas accepter de se laisser intimider, il faut renvoyer ces accusations qui émanent d'ailleurs de gens qui n'ont vraiment le point Godwin, c'est on ne sait pas quoi dire, et donc eh bien, on utilise cet argument contre ses adversaires. Il ne faut pas accepter ce type d'accusation. Voilà. Donc je vais maintenant répondre aux questions. Je crois vraiment que ce qu'il faut retenir pour tous ceux qui veulent se battre et contre le politiquement correct, ne pas accepter le diktat du politiquement correct, eh bien, il faut faire cette gymnastique de résistance intellectuelle et de résistance morale. Je lis les questions. Les techniques de diabolisation sont-elles enseignées à l'extrême gauche? À vrai dire, je n'ai jamais été insider dans l'extrême gauche, donc je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mimétisme en la matière. Et donc, l'extrême gauche est effectivement à la manœuvre et ensuite elle est recopiée par les autres. Il suffit de voir, par exemple, aujourd'hui dans les médias français, l'aura dont jouit le Mediapart, par exemple, qui applique ces techniques-là de manière systématique en lançant des campagnes contre telle ou telle personne et d'autres les reprennent ensuite. Les médias se mettent-ils d'accord pour diaboliser? Alors, je crois vraiment, là je vais un peu me répéter, je ne crois pas au chef d'orchestre unique.
Il n'y a pas, forcément une personne qui va dire il faut faire cela. Mais il y a un ensemble de forces qui font qu'on va bien, dans quel sens il faut aller et surtout dans quel sens il ne faut pas aller. Et ensuite, il y a le mimétisme. Tout le monde se copie. Je prends un exemple, mais le gars avait bien résisté. Ce qu'on a appelé, il y a quelques années, l'ophtalmo-raciste. C'est un ophtalmo qui avait été accusé de manière tout à fait injustifiée par un patient arabe d'avoir refusé de soigner sa fille, soi-disant parce qu'elle était arabe. En fait, ce n'est pas ça. Le gars était rentré dans le cabinet au moment où le praticien consultait avec quelqu'un d'autre, était en consultation avec quelqu'un d'autre, donc il lui a demandé de sortir. Mais tous les journaux ont repris, par pur mimétisme, l'accusation, et le malheureux a eu beaucoup de mal à faire entendre au bout de 96 heures qu'il n'était pas coupable. Voilà. Mais là, je ne pense pas qu'il y ait eu... c'est des phénomènes de contagion. Ça se propage, bah tiens, c'est un peu l'actualité, ça se propage de manière virale. Il y en a un qui le fait, et ça circule. Dans votre parcours, avez-vous vu des personnalités céder devant la diabolisation, c'est-à-dire se toucher? Oui, oui, énormément, énormément. Le réflexe naturel, c'est de s'excuser, de plier et surtout, généralement, l'entourage est dans cette direction. L'entourage est dans cette direction, l'entourage qui n'est pas habitué au combat politique ou au combat idéologique et qui n'en mesure pas ni la violence ni la mauvaise foi, a tendance à dire il faut s'excuser, il faut s'aplatir. Et ça, ce n'est pas la bonne méthode. Encore une fois, aplati égale piétiner. Avez-vous en tête des personnalités de gauche qui ont été diabolisées? Ben oui. Ah mais beaucoup. Beaucoup, je vais en citer plusieurs. Alors bien maintenant, ils sont plus de gauche. Mais je vais prendre Christine Tazin et Pierre Cassin. Ils viennent de la gauche. Cassin a été à la LCR et Cassin a été syndicaliste au syndicat du livre. Christine Tazin vient des milieux féministes de gauche, militants, etc. Il se trouve qu'ils ont été frappés dans les années 90 de 2000 par la montée de l'islam, qui leur a paru un véritable danger par rapport à leurs valeurs, par rapport à l'universalisme de la République, par rapport à la laïcité. Et donc, ils ont créé Riposte laïque. Au bout de quelques mois, quelques années, ils ont été qualifiés d'extrême droite. Et maintenant, vous voyez, on vous cite Christine Tazin et Pierre Cassin d'extrême droite. Voilà la diabolisation. Autre diabolisation, Renaud Camus. Renaud Camus, il a été au Parti socialiste, il a milité en son temps au Front homosexuel d'Action révolutionnaire, ce n'est pas forcément un mouvement typique de l'extrême droite. Eh bien, à partir du moment où il a vu de ses yeux ce qu'il a appelé le grand remplacement, qu'il l'a nommé, il a été diabolisé. Je pense que certaines personnalités, et les personnalités de gauche, pourquoi les personnalités de gauche qui ont parfois tendance à s'inquiéter de la mondialisation et du libre-échange, restent très prudents sur l'immigration, parce qu'ils ont peur d'être diabolisés. Et ils savent que s'ils franchissent la frontière, qui les conduit à dire on est contre la libre circulation des marchandises, on est contre la libre circulation du capital, mais on est aussi contre la libre circulation des hommes et l'immigration, à ce moment-là, le coup près de la diabolisation va tomber, bien sûr. Pourquoi avez-vous lancé Polémia? Quel est votre travail? Sur les Polémia, au départ, c'est un think tank sur Internet, parce que au début des années 2000, j'ai pensé qu'il y avait véritablement un espace de liberté sur Internet
et qui avait une possibilité de développer beaucoup d'idées sur Internet. Je dois dire que ça s'est avéré vrai et qu'aujourd'hui, nous avons le retour du bâton avec l'arrivée de la censure des grands monopoles, des GAFAM. Et le travail de Polemia, vous pouvez aller le voir sur le site de Polemia. Le travail de Polemia est essentiellement un travail de réflexion et de réinformation, de réflexion, avec comme thèmes principaux les questions d'identité, les questions géopolitiques et les questions médiatiques. Mais nous traitons aussi beaucoup de sujets et nous apportons... Oh là, il faut que j'accélère. Alors là, je vois que j'ai un gros paquet de questions qui arrivent. Nous avons pas mal traité les questions du Covid pour apporter une information un peu décalée par rapport à la dictature sanitaire et à la stratégie de la peur. La diabolisation est-elle due à la pensée unique dans les écoles de journalisme? Oui, alors je crois en fait qu'une bonne partie quand même de ces gens-là sont des infirmes, intellectuellement. Ils ont beaucoup de mal à comprendre qu'il puisse y avoir une pensée différente de la leur. D'ailleurs, dans les écoles de journalisme, on ne leur apprend pas à dire ce qui est vrai, on leur apprend à dire ce qui est bon. Et on leur apprend à être, entre guillemets, responsable, c'est-à-dire à mettre en avant une information qui va faire penser les gens dans le bon sens et à mettre sous la table, enfouir une information qui amènerait les gens à ne pas passer dans le bon sens. Donc, il y a une responsabilité des écoles de journalisme. Heureusement que l'IFP a lancé une école de journalisme concurrente. Alors, juste d'ailleurs là-dessus, je rebondis. Ce qui est grave dans le mode de censure des grands réseaux sociaux, je pense notamment à Twitter, c'est que c'était quand même un lieu où la pensée politiquement correcte pouvait être en contact avec la pensée politiquement correcte, et réciproquement d'ailleurs. Et donc, à partir du moment où, si la censure se poursuit telle qu'elle a commencé dans la foulée de l'élection de Biden, eh bien, les politiquement corrects vont être encore plus abrutis qu'avant. Ce qui est quand même un peu dommage, un peu triste. Alors, pensez-vous que la tendance de la gauche à diaboliser toujours plus de monde jusque dans ses rangs peut mener à un effondrement de la gauche sur elle-même? Alors ça, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr de complètement y répondre, mais c'est vrai qu'il y a maintenant une autodestruction. On en veut toujours plus. Et on voit aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a maintenant, quand même, en important d'ailleurs le modèle américain, il y a une guerre contre les... Oui, il y a une guerre contre les hommes blancs. Alors avant, c'est les hommes blancs de plus de 50 ans, et maintenant, ça touche les hommes blancs de 30 ans. Quand Madame Sibylle Veil nous dit que la priorité de Radio France, c'est de recruter de la diversité et pas de la diversité politique, mais et c'est pour éliminer, d'ailleurs, elle va licencier 320 personnes pour en recruter 260 sur des critères différents. Alors, jusqu'où ça peut aller? Il y a un moment où je pense qu'il va peut-être y avoir quand même une prise de conscience chez certains éléments de gauche que leur tour est venu. De toute façon, la révolution mange ses enfants. Hein. Ça s'est vu. L'avantage de la Révolution française, c'est que ça a été court finalement. C'était un peu rude, mais c'était court, puisqu'on est passé de la terreur à Thermidor en 3 ans. La Révolution russe, ça a été un peu plus long. Là, peut-être qu'un jour, il y aura un Thermidor, peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a la gauche se mange elle-même. La gauche, on voit d'ailleurs les tendances aujourd'hui, c'est la gauche entre guillemets indigéniste qui est en train d'essayer de faire la peau de la gauche républicaine ou universaliste. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'il y ait des arrière-plans de ce type, oui, dans l'affaire du Hamel,
indépend de l'ignominie de ce pédocriminel. Il y a probablement un règlement de compte plus global peut-être, mais je ne sais pas. La diabolisation n'a-t-elle pas comme source l'État? Je pense que la force principale de la diabolisation, c'est quand même les officines idéologiques et les médias. Mais l'État, évidemment, se met à la remorque de ces officines, et notamment l'État à travers de la justice, parce que la justice est utilisée pour la diabolisation. Le schéma typique, on l'a vu plusieurs fois appliqué au cas d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a un propos généralement exact, mais sorti du contexte, présenté comme absolument horrible. Il y a une campagne médiatique. Dans l'enchaînement de la campagne médiatique, on annonce des poursuites judiciaires. Les poursuites judiciaires renforcent la campagne médiatique, nourrissent la campagne médiatique. Le procès en première instance renourrit la campagne médiatique. Et tout ça jusqu'à l'appel. Souvent, d'ailleurs, Zemmour perd en première instance, mais beaucoup de procès de ce type sont perdus en première instance, gagnés en appel. Mais le mal de la diabolisation a couru indépendamment du final, si je puis dire. Et donc, de ce point de vue-là, c'est l'État qui participe de la diabolisation. L'État en mettant les forces de police pour enquêter et les forces de justice pour condamner. Alors, oui, alors que pouvez-vous dire d'une technique de diabolisation ressemblant au point Godwin, à savoir le fait d'invoquer les privilèges que quelqu'un qui aurait rendu son propos biaisé d'office. Le mâle blanc cisgenre, par exemple. Ça, c'est sûr que c'est pas le bon plan aujourd'hui d'être mâle blanc cisgenre, c'est sûr. Alors oui, effectivement, ça c'est une technique de diabolisation. Mais vous savez, dans la diabolisation, il y a la disqualification. Et effectivement, la disqualification par l'origine, finalement. Vous êtes homme, vous êtes blanc, vous êtes cisgenre, hétéro peut-être, je ne sais pas, enfin bref, par définition, vous êtes disqualifié. Or, dans le débat, il n'y a absolument aucune raison de disqualifier pour cette raison-là. Comment lutter contre la guerre des mots et des concepts lancés par la gauche? Progrès perçu positivement, conservatisme est un terme souvent péjoratif. Alors, la novlangue, c'est très important. On a d'ailleurs consacré à Polémia, j'ai consacré avec Michel Geoffroy à Polémia, un ouvrage qui a eu déjà 4 éditions sur la novlangue. La novlangue, elle est en création permanente, ce qui est le plus difficile pour la novlangue, parce que pour la diabolisation, la règle, c'est de ne pas céder, de ne pas plier. Pour la novlangue, c'est de ne pas l'utiliser. Et ça, ce n'est pas facile, parce qu'on est tellement baigné dans le flux d'informations, dans le flux des dièses, etc., qu'on a tendance à ne pas utiliser les bons mots. Je prends un exemple. Personnellement, j'évite d'utiliser le mot « migrant », qui est un terme qui vise à faire passer comme acceptable une invasion de clandestins. Voilà. Et donc, il faut éviter de... Mais ça nécessite un exercice permanent. Il faut utiliser son propre vocabulaire avec son propre sens. Alors, redonner du positif à des mots, c'est pas simple. Ça se fait pour le conservatisme. Honnêtement, le conservatisme est un terme qui reprend du poil de la bête, alors qu'il a longtemps été considéré... Alors, le conservatisme, ça ne diabolisait pas. C'est presque pire, ça ringardisait. Voilà. Pourquoi avez-vous écrit ce livre, un déclic lié à l'actualité? Non. Non, le livre a été servi par l'actualité, si je puis dire, puisqu'il y a eu Zemmour, il y a Trump, il y a... Non. J'ai eu une commande, en fait, de l'Institut Iliade et de la Nouvelle Librairie, et je l'ai fait avec plaisir, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai quand même beaucoup réfléchi, pas mal vécu, et j'ai profité du premier confinement pour le faire, voilà. Mais il n'y a pas eu de déclic d'actualité particulier, non. Avez-vous l'impression que la parole se libère dans les médias? Elle s'est un peu libérée. Alors, je crois qu'il y a deux choses à distinguer. Sous l'effet
de la libération de la parole sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de médias alternatifs qui se sont développés. Il y a des médias alternatifs, par exemple, comme TV Liberté ou comme Russia Today, par exemple, mais il y a des médias à la limite du mainstream et de l'alternative qui se sont aussi développés. On peut penser à Valeurs Actuelles en presse écrite ou à CNews. CNews, dont les audiences ont littéralement explosé. Or, pas toutes les audiences d'ailleurs. Les audiences des débats de Pascal Praud et les audiences des débats de Zemmour. Zemmour, quand il est arrivé, il y avait 80 000 spectateurs sur son créneau horaire. Il est passé à 800 000. Il n'a pas fini. Donc, il y a eu ça. Il y a eu au départ les réseaux sociaux, puis les médias alternatifs, et avec l'effet des médias alternatifs, une extension vers des médias un peu plus mainstream où il y a un petit peu plus de débat. Bon, ça n'a pas encore atteint ni le JT du 20h, ni le JT de 20h de France 2 ou d'Antenne 2, mais ça a un peu débordé. Ce qu'on peut craindre, c'est une nouvelle glaciation sous l'effet de la censure des réseaux sociaux. Comment lutter contre la judiciarisation des propos médiatiques et les procès coûteux de plus en plus récurrents faits aux paroles de droite dans les médias? Il faut délégitimer les lois liberticides et donc être en permanence réclamer l'abrogation des lois liberticides. Il faut déjà les légitimer, et les délégitimer au nom de quoi? Au nom de la liberté d'expression. Dans votre parcours, vous êtes-vous déjà excusé? Alors, on m'a assez souvent demandé de m'excuser dans les assemblées politiques. Parce que dans les assemblées politiques, il peut y avoir un propos qui choque réellement de manière feinte vos adversaires. À ce moment-là, il y a un peu de cinéma d'assemblée, demande de suspension de séance, on réunit les présidents des groupes et à ce moment-là, vous avez 4, 5, 6 personnes qui demandent c'est pas possible, il faut vous excuser, il faut vous excuser. Alors, je m'en suis toujours tiré de la manière suivante, je ne me suis jamais excusé. J'ai d'abord commencé par répéter le propos. Tel propos, s'il a pu choquer, c'est regrettable, mais j'ai toujours maintenu le propos, je n'ai jamais retenu le propos. Enfin, quand je dis le propos pouvait être le propos d'un des élus avec lequel je siégeais. Non, j'essaye de dire là ce que j'ai essayé d'appliquer jusqu'ici. Voilà, je compte continuer d'appliquer. Never explain, never complain. L'action de Vincent Bolloré sur CNews et bientôt sur Europe 1 est-elle idéologique ou intéressée? Alors, honnêtement, je ne connais pas Vincent Bolloré. Je pense qu'il y a probablement les deux motivations. C'est sans doute un homme qui a plutôt des sympathies conservatrices ou catholiques, et c'est un homme qui a aussi compris que le marché, il était du côté de ceux qui n'avaient personne personne à regarder pour entendre un peu autre chose que le bougli-bougla des autres. Donc, il y a probablement les deux aspects. Alors, il y a un match terrible, effectivement, entre Macron et Bolloré, puisque Bolloré voudrait récupérer Lagardère, qui a dilapidé le patrimoine du père. Et Lagardère, c'est évidemment stratégique, parce que c'est Europe 1, et c'est Paris Match. Et Paris Match, ça fait l'élection présidentielle, ou ça peut contribuer à faire l'élection présidentielle. Donc, je ne sais pas comment les choses vont se terminer. Je pense que jusqu'ici, Bolloré met un peu de diversité dans des médias centraux qui en manquent singulièrement. Encore une fois, pour quelle raison? Moi, je ne sais pas. Je pense qu'il y a probablement un peu des deux raisons. Voilà.
Et puis après tout, c'est plutôt sympa d'être attaché à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression, à la pluralité des opinions. Je vous propose de conclure cette conférence. Merci, cher monsieur Le Gallou, d'avoir consacré du temps notamment à la jeunesse de France. Alors, la jeunesse de France qui a fait l'IFP, nous la retrouvons, je l'invite à la retrouver le jeudi prochain, puisque l'un des intervenants de l'Institut de formation politique donnera une conférence sur une thématique tout autre que la vôtre, à savoir dans quoi investir en 2021. Plutôt l'immobilier, plutôt les marchés financiers. Nous verrons ça avec les plus de 1800 auditeurs qui ont donc suivi une formation à l'Institut de formation politique. C'est donc jeudi prochain. Pour ceux qui ne font pas partie encore de l'Institut de formation politique, si vous avez entre 16 et 30 ans, je ne peux à nouveau que vous inviter à postuler à l'une de nos formations, dont la prochaine aura lieu les 13 et 14 février prochains dans nos locaux à Paris. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et puis vous dis bien naturellement à bientôt.